Bonjour et bienvenue à cette conférence sur le thème de la solarisation de parking en autoconsommation. Alors, parmi vous, il y a peut-être des chefs d'entreprise, des propriétaires de parking, des chefs de projet, des AMO. Le but, ça va être de balayer les différentes étapes d'un projet d'ombrière de parking pour que tout le monde puisse se projeter dans un éventuel futur projet. Alors, on a 20 minutes, c'est assez rapide, donc je vais faire assez synthétique sur qui on est, groupe Le Triangle, Developsun. Ensuite, on va parler de pourquoi installer des ombrières de parking. Mais ça, ce sera assez limpide, ce ne sera pas la partie la plus longue. Et on s'attardera un petit peu plus sur la présentation d'un projet pour expliquer après le pourquoi, le comment, quelles sont les étapes pour faire un projet complet d'ombrières de parking. Alors, qui on est? Le groupe Le Triangle, on existe depuis 1990, fondé par Gilles Deshaies. Aujourd'hui, on est bientôt aux 1000 collaborateurs. Alors, il y a la slide, il y a juste une erreur sur l'année. Le CA 2024, 315 millions, c'était en 2023. Cette année, en 2024, on a fait 430 millions de chiffre d'affaires. Depuis 2009, quand on est dans le photovoltaïque, on a créé des filiales pour apporter des solutions à tous les segments du photovoltaïque. Donc ça va du hangar agricole solaire, au champ solaire, au marché du résidentiel. Et donc avec Developsun, aux ombrières de parking clé en main. Donc Gilles Deshaies et ses deux fils qui sont à la présidence du groupe. Alors pourquoi installer des ombrières de parking? Je crois qu'il y a eu plusieurs conférences auparavant qui en parlaient un petit peu. Et les raisons sont plutôt claires et limpides. Là, dans l'ordre de gauche à droite, on va dire que c'est l'ordre un petit peu des raisons pour lesquelles on nous contacte pour installer des ombrières. Aujourd'hui, où malheureusement, entre guillemets, on nous contacte parce que ça devient obligatoire d'installer des ombrières de parking par rapport à cette loi APER, l'article 40, qu'on reverra un tout petit peu par la suite. Il y a aussi le décret tertiaire qui incite toutes les entreprises à réduire leur consommation d'énergie. Donc les ombrières sont un moyen assez simple pour le faire. Financier, évidemment, ombrières de parking photovoltaïque, on produit de l'énergie, donc on peut autoconsommer, ce qui fait réduire les factures, ou revendre l'énergie sur le réseau qui permet de valoriser, qui permet de créer un revenu. Stratégique dans le sens où installer des ombrières de parking, c'est pas juste installer une centrale de consommation d'énergie, mais pour des commerces par exemple, on apporte vraiment une différenciation, un confort à l'usager pour mettre les voitures à l'abri de la pluie et du soleil dans ces temps de canicule. Et évidemment écologique parce qu'on produit de l'énergie renouvelable alors qu'on est sur quelque chose d'assez pragmatique financièrement. Mais ça permet quand même de produire une énergie verte et neutre en carbone. Donc maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va parler un petit peu plus du comment. C'est là où je vais un petit peu plus m'attarder sur on va dire comment nous on procède Developsun en tant qu'EPCiste, on va dire acteur clé en main des ombrières de parking, ou vraiment partant du début de la démarche jusqu'à la fin et la mise en service. Alors, comme on disait, l'aspect réglementaire, aujourd'hui, des ombrières de parking sont obligatoires dans l'article 40 de la loi APER, où tout parking de plus de 1500 m² doit couvrir sa superficie de 50% d'ombrières photovoltaïques. Alors, la plupart des parkings, c'est environ 50% de place et 50% de voies de circulation. À peu près, ce qui veut dire que couvrir 50% d'un parking, c'est quasiment couvrir toutes les places. C'est pour ça que dans certains cas de figure, c'est les petits casse-têtes. Bon, c'est notre quotidien à essayer de trouver les meilleures solutions. Mais là, on est sur un exemple concret où ce parking mesure 2300 m². Donc, loi APER, il faut couvrir 1150 m² de solaire. On implante, selon déjà une volonté, ce qui peut être une volonté de design, de couverture des places, et selon les faisabilités. On voit que dans ce cas de figure, on a couvert presque toutes les places. On a juste épargné les places du devant qui peuvent être un peu complexes sur des réglementations, soit de pompiers ou assurantielles.
Et en couvrant donc toutes ces places et même en débordant légèrement sur les voies, on voit qu'on atteint pile les 1150 mètres carrés qui nous font une puissance de 250 kW/crête. Alors le kW/crête, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais disons que c'est la puissance maximale théorique des panneaux solaires. C'est plutôt une puissance même laboratoire. C'est-à-dire que là, un panneau qui fait 440 watts crête, il a été flashé en laboratoire sur une puissance normative et il sort 440 watts. On multiplie le nombre de modules par la puissance des modules, ça nous donne une puissance d'installation. C'est ça qui nous sert à dimensionner par la suite. C'est la donnée de départ pour les logiciels qui servent à dimensionner toute l'installation. Donc là, dans ce cas de figure, les 250 kW crête à cette localisation, cette orientation, cette inclinaison, ils vont produire par des logiciels qui prennent de la statistique et puis qui prennent les caractéristiques de l'installation. Dans ce cas, donc là c'est un exemple dans le département du 37, en Touraine, 288 000 kWh par an. Donc 288 000 kWh par an, ok. Maintenant, le thème de la conférence, c'est le solaire en parking, en autoconsommation. Donc comment on va valoriser ces kilowattheures? C'est la partie un petit peu centrale de l'étude des ombrières, c'est de comparer ce qui va être produit et ce que le site consomme, pour voir si déjà il faut chercher d'autres scénarios, de revente du surplus, d'autoconsommation collective. Enfin, il y a après tout un tas de faisabilité. Mais là, on est donc dans un cas où cette centrale, sur ce qu'elle va produire, 96% sur l'année va être autoconsommée par le site. Donc les 4% qui correspondront aux petites parties où le jaune ressort du bleu. En bleu, c'est vraiment la consommation du site. Là, c'était un petit magasin alimentaire. Et en jaune, c'est la production. C'est un zoom sur une dizaine de jours. Et là, les ratios, c'est des ratios annuels. Donc 95-96% de la production est consommée sur site. Et ce qui couvre, c'est ça qui est intéressant à la fin pour le portefeuille, on va dire, environ 25% des besoins du magasin. Donc on couvre, on efface 25% de la facture via l'énergie solaire. Alors le solaire, concrètement après comment ça marche, là c'est une toute petite partie d'une minute un peu technique pour comprendre comment est faite l'installation. Les panneaux solaires, c'est du courant continu. Ils sont reliés en série par chaîne d'une vingtaine de panneaux. Bon. Chaque chaîne de panneaux est ramenée à un onduleur transformateur qui transforme le courant continu en courant alternatif. Chaque onduleur, dans un cas comme ça où on aurait 3 ombrières avec 3 onduleurs, chaque onduleur ramène l'énergie à une armoire générale. Là, je vulgarise, hein, s'il y a des électriciens dans la salle, ils vont dire que l'armoire ne sert pas qu'à rassembler, mais on rassemble l'énergie et on protège la centrale à cette armoire générale et on injecte la puissance sur le site en se branchant directement sur le jeu de barre du TGBT de nos clients. Alors là, juste un petit focus, parce que dans ce cas de figure, à peu près toute la production est autoconsommée, mais évidemment, on a des cas où on produit plus que ce qu'on consomme. Donc il y a des possibilités que l'énergie reparte dans le réseau et avec différents moyens de valoriser l'énergie. Là, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais on a un stand juste à côté, il faudra passer nous voir s'il y a des questions. Et il y aura un petit temps d'échange, questions-réponses juste à la fin. Donc, on a compris à peu près comment ça marchait. Maintenant, là, c'est des ordres de grandeur de combien ça coûte, combien ça rapporte. Dans ce cas de figure, 250 kW crête, donc qui vont effacer 25% de la facture. C'est un budget d'environ, en clé en main, en prenant tout, les études préalables, jusqu'à la mise en service, tous les travaux, toute la construction. Un budget de 350 000 € d'investissement. À ne pas oublier les frais les OPEX, les frais de maintenance, supervision, nettoyage, assurance. Et donc cette production autoconsommée, elle vient s'effacer de la facture. Alors là, c'est la partie la plus variable d'un site à l'autre, d'une année à l'autre, mais on va dire aujourd'hui à 15 centimes du kilowattheure sur un tarif jaune par exemple, les 280 000 kWh feraient économiser 42 000 € par an. Donc sur ce schéma, on voit 350 000 € et 42 000 € d'économie. Même avec les frais d'OPEX, on est sur des ROI inférieurs à 10 ans.
Alors là, on a compris les tenants aboutissants financiers, un petit peu à quoi ça ressemble. Maintenant, le timing d'un projet. Un projet d'ombrière, alors là je précise bien, ombrière photovoltaïque en autoconsommation individuelle, c'est-à-dire autoconsommation totale. On n'a pas de réinjection dans le réseau, donc on est beaucoup moins contraint au délai de travaux Enedis. On peut être quelque chose sur 9 mois, surtout que on a parlé tout à l'heure de réglementation et de loi APER. L'un des avantages de cette loi, c'est quand même qu'on a pu maintenant gagner du temps sur la partie urbanisme. Il n'y a plus besoin de permis de construire et c'est un peu plus officialisé qu'avant pour des ombrières. C'est une demande préalable de travaux. Donc entre la partie, on va dire, urbanisme, à créer les documents qui soient instruits et le délai de recours, il y a toute une partie d'environ 5 mois durant lesquels on ne peut pas travailler, il faut attendre que l'urbanisme se décide, mais on ne perd pas de temps et on fait toutes nos études préalables, donc du relevé topographique, détection de réseau, étude de sol, note de calcul. Le but étant que dès que la mairie nous donne le go, on puisse intervenir tout de suite. Derrière, donc un projet d'ombrière, c'est des fondations. Donc, là, on l'a illustré avec différents moyens, puisque c'est une partie hyper variable d'un projet à l'autre, contrairement à de la charpente qui sera un petit peu plus similaire. Les fondations, elles dépendent quand même beaucoup du sol. Donc on a différents moyens de puits, où on va un petit peu plus dans la profondeur, mais sur des moyens pas trop lourds, contrairement à de la tarière creuse sur des sols plus compliqués, où là on va aller chercher un petit peu plus profond, ou du massif traditionnel. Et il y a encore d'autres méthodes, mais c'est pour dire à chaque sol sa méthode. On démarre par la fondation. Après il y a la prise du béton, j'épargne. Il n'y a pas de photo pour illustrer ça. On installe la charpente, on pose les modules. Je passe assez vite parce qu'on est déjà à 11 minutes. Là, c'est la partie visible, c'est là où on est vraiment présent sur le chantier. Fondation, charpente. Donc on voyait 2-3 semaines de fondation, 3-4 semaines de charpente. Le système d'intégration qui vient se poser sur la charpente, puisque tout système photovoltaïque les panneaux doivent être posés sur des systèmes qui sont reconnus par les bureaux de contrôle. Nous, au Triangle, on a notre propre système depuis toujours. Tout ce qui est traitement d'eau, gouttière, chéneaux, descente d'eau pluviale. Et ensuite, on en vient à la partie donc, raccordement des modules, un petit peu comme ce qu'on voyait tout à l'heure. On branche les panneaux, on branche les onduleurs, armoires, toute cette partie électrique, y compris l'éclairage sous les ombrières. Pour finaliser vraiment l'installation. Et il y a encore un petit peu les temps, peut-être les temps un peu frustrants à la fin où tout est fini, mais avant qu'on puisse brancher, il y a quand même un petit peu de papier et de contrôle technique. Donc contrôle technique, consuel, finalisation malgré tout avec Enedis, même si c'est de l'autoconsommation, c'est déclaré auprès d'Enedis. Et donc la mise en service. Alors juste une petite conclusion. La conclusion principale, c'est que on a un stand juste à côté, 3A, stand A38, où vous pourrez à midi venir boire un petit verre et discuter de vos projets. Mais en conclusion un petit peu plus générale, un parking, c'est quand même... et c'est pour ça qu'il y a eu une loi qui est venue l'imposer, c'est qu'au départ, c'est une évidence, c'est un gisement de production d'énergie renouvelable. On est sur des sols qui sont déjà imperméabilisés, on apporte un confort, on produit de l'énergie, on ne touche pas à l'infrastructure existante, contrairement à dès qu'on vient installer des panneaux sur un ERP ou sur un ICPE. Donc tout est aligné pour produire une énergie assez simple en ombrière de parking. Et oui, donc là on a présenté un exemple de projet parmi 100 possibilités différentes. Donc chaque projet a vraiment ses particularités. Donc il faut bosser avec des pros quand même du secteur expérimentés dans les ombrières. Et bah, c'est pour ça qu'on est là pour vous. Et donc là, on est à peu près dans le timing qu'on avait prévu. Il y a un micro, je crois, qui est dans la salle. Si vous avez des questions pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, il reste à peu près 4 minutes. Et peut-être que j'ai été hyper clair. Du coup, il n'y a pas de questions. Alors, je meuble pendant que vous réfléchissez à une éventuelle question. On n'a pas parlé des IRVE, bornes de recharge, véhicules électriques. C'est évidemment, on parlait d'obligations,
c'est le moment de tout faire quand même en même temps. On peut installer des bornes en même temps que ces travaux-là. Ça permet de mutualiser. Et puis il y a une certaine cohérence même vis-à-vis des utilisateurs, d'avoir de l'énergie verte et de pouvoir recharger sa voiture électrique en dessous. Donc, vous êtes relativement nombreux. Il y a pas... Ah si, une question. Merci, c'est pour m'aider. Ouais, c'est une question très simple. Est-ce que vous pourrez revenir sur la diapo des chenaux qu'on n'a pas eu le temps de voir très rapidement? Merci. Hop là. Alors, pour le traitement des eaux pluviales, là on a deux exemples, on va dire. Ombrière traditionnelle, classique qu'on voit, où en bas de rampant on a une gouttière, une descente d'eau pluviale, et on rejette l'eau. Alors là, dans cet exemple précis, on rejette l'eau directement par terre, ce qui finalement ne change pas le cheminement auparavant de l'eau. Plutôt que de tomber directement au sol, elle tombe sur l'ombrière, elle est récoltée et elle retourne au sol. En mode bipente, là on recueille l'eau au milieu dans un chéneau, mais on est dans le même principe. Après, sur des cas soit de création de sites ou même sur des volontés très précises d'avoir aucune eau qui vient sur le site, ou dans des volontés un petit peu actuelles et futures de récupération des eaux, on peut évidemment imaginer créer un réseau d'eau pluviale pour avoir une eau qui serait par exemple récupérée pour une station de lavage ou n'importe quel usage, pour l'eau des toilettes du site, des choses comme ça. C'est des choses qui commencent à arriver, à être demandées. Après, il y a la réalité économique qui rattrape souvent la fin, mais ça existe, c'est possible. Alors je continue la pub, stand juste à côté, parce que là c'était un petit peu rapide pour parler du sujet, mais il y a toujours à échanger sur chacun des projets. Il y a aussi à échanger sur sur qui on est. On aime bien raconter notre petite histoire, mais parce qu'elle est assez passionnante, l'histoire du triangle dans sa croissance. Mais là, ça aurait pris les 20 minutes de vous raconter la croissance du groupe et la naissance. Merci pour ce magnifique applaudissement.